Bonjour. Si je vous parle de émeute et que je vous dis mai, vous allez tous me dire, qu'est-ce qu'il va nous raconter? On connaît les émeutes de mai 68. Moi, je vais vous parler des émeutes de mai 67, dans un département d'outre-mer, plus précisément aux Antilles, la Guadeloupe. Ce que je vais vous faire voir à travers ce reportage, qui en réalité est une interview de Raymond Gama, historien, va vous complètement, vous ne pourrez pas vous imaginer ce qui va être dit dans ce reportage. Ce que cet historien Raymond Gama va vous expliquer dans ce témoignage, c'est ce qui s'est passé en mai 1967 en Guadeloupe. Si vous tapez sur internet émeute de Guadeloupe en 1967, vous allez voir qu'on ne recense que 8 morts. Ce que je peux vous dire, c'est que tous les gouvernements successifs depuis 1967 ont caché tout ça, puisque c'était classé secret défense. Je peux vous dire qu'il y a eu plus de 100 morts. La police, la gendarmerie a tiré sur des manifestants qui n'avaient aucune arme. Les seules armes qu'ils avaient sur eux, vous verrez, elles sont expliquées dans ce reportage. Ils ont fait disparaître des corps sur des personnes qui faisaient des veillées. Cet historien était présent à ce moment-là sur les faits. Et puis, ce qu'il va vous raconter est complètement ahurissant. Par exemple, une phrase qui me revient souvent à l'esprit: quand les nègres auront faim, ils reprendront le travail. C'est fou d'entendre ça. Je peux vous dire que la Guadeloupe, aussi bien que la Martinique, souffre à l'heure actuelle d'un esclavage du 21e siècle. C'est-à-dire qu'on les empêche de vivre dans les endroits qui leur appartenaient depuis tout le temps. Tout ça pour monter des complexes. C'est les béquets, ils n'ont qu'une chose à faire, c'est les exproprier pour une somme pratiquement modique, qui ne pourront rien faire avec. Ils sont exploités, ils ont vécu l'esclavage. Je peux vous dire qu'ils souffrent toujours de cette forme d'esclavage. Maintenant, je vous laisse avec Raymond Gama, qui va vous expliquer tout ce qui s'est passé en 1967. Et vous verrez que tout ce que les médias ont caché, cette montée en puissance, ça va vous rappeler ce qui se passe à peu près depuis 6 mois en France et qui peut vous faire peur pour la suite des événements. Eh bien, je suis Raymond Gama, historien, militant guadeloupéen, et j'avais 21 ans en 1967. Ça vous donne une petite idée de l'âge que j'ai maintenant, mais enfin, en tous les cas, j'ai vécu donc ces événements et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'aimerais répondre à vos sollicitations sur les événements de 67. Alors, ceci étant, nous sommes ici sur la place de la Victoire, c'est-à-dire dans Pointe-à-Pitre, à côté de la Darse, c'est-à-dire là où justement aujourd'hui parviennent les bateaux de la route du Rhum. Mais disons en 1967, il n'y avait pas de route du Rhum. Nous étions à une époque où la Guadeloupe était considérée encore un peu comme quelque chose d'exotique, si je puis dire. Et le bâtiment qu'on voit derrière moi, le bâtiment Blanchard, qui est le comité des îles de Guadeloupe actuellement, était la chambre de commerce de Pointe-à-Pitre. Et c'est dans ce bâtiment, justement, à l'intérieur de ce bâtiment, qu'avait lieu le 26 mai 1967, la rencontre entre les syndicats patronaux du bâtiment et les syndicats ouvriers tels la CGT, la CFTC, etc. Donc voilà un petit peu les conditions dans lesquelles démarrent les journées de vendredi 26 et du samedi 27. En somme, ce qu'il faut se dire, c'est que dès le matin du 26, très tôt le matin, les syndicats ont donné rendez-vous à leurs militants devant le lieu des négociations, c'est-à-dire devant le bâtiment. Et donc il y avait ici une quantité assez importante de personnes, des ouvriers jeunes, semi-jeunes, vieux, etc., et qui venaient de la périphérie de Pointe-à-Pitre, soit du sud, soit du nord, et disons, renforcer la négociation et le syndicat. Donc il y avait peut-être 4
400 personnes rassemblées devant ce bâtiment. Alors bien sûr, excusez-moi, on ne perçoit pas très bien aujourd'hui disons le site, parce qu'il n'y avait pas ces barrières, il n'y avait pas ces rues comme ça, etc. Mais enfin, partout où nous nous trouvons là, il y avait du monde rassemblé. Et donc, il y avait des militants, également des militants politiques. Donc, entre, disons, 9h et environ midi, midi et demi, les gens assemblés soutenaient leur délégation. Et à un certain moment, il y a un responsable syndical qui quitte la salle des négociations et qui s'avance ici devant la foule et qui aurait, je dis bien jusqu'à présent d'ailleurs, quoique nous ayons fait des enquêtes sur ce phénomène, il aurait dit: le patron des patrons, M. Brizard, refuse de céder à notre demande d'augmentation des 2 ou 2% ou 2,5%. Et d'ailleurs, il aurait dit que quand les nègres auront faim, ils reprendront le travail. Alors, imaginez la puissance avec laquelle ces mots vont traverser la foule, vont secouer un petit peu toutes les têtes, parce que la discrimination raciale, dès le départ de la colonisation française, est le fondement de cette colonie. Dès 1635, quand les premiers Français se sont installés ici, eh bien, la base, c'était la discrimination raciale, le racisme, en somme. Donc, ces mots ont traversé la foule et ont provoqué une sorte d'onde de choc. Les gens se sont énervés. Là, ça a commencé à tirailler. Et à partir donc de midi et demi jusqu'à vers 13h30, disons l'énervement ayant gagné cette foule, il y avait deux choses importantes. De ce côté-ci, du côté de la Darse, du côté donc de la mer, il y avait sur le bord, sur le rivage, des conques de Lambie. Les conques de Lambie, ce sont des, comment vous dire, c'est un coquillage qui est assez énorme hein, parfois, et qui constitue un projectile extrêmement violent. De l'autre côté, de ce côté-ci, là où vous voyez le bâtiment qui se trouve de l'autre côté de la rue, il y avait des bouteilles, des petites bouteilles, comme on dit chez nous, à limonade ordinaire, c'est-à-dire une sorte de liqueur qui se fait à base d'anis et qu'on boit très glacé, ça désaltère parfaitement bien, ça s'appelle limonade ordinaire. Donc, ces deux éléments-là conjugués, les conques de Lambie ici, les bouteilles de l'autre, vont constituer l'essentiel des projectiles par lesquels les manifestants vont s'armer, avec lesquels ils vont s'armer pour alors lancer contre notamment la CRS, la compagnie républicaine de sécurité qui assurait un petit peu la sortie de M. Brizard. Donc les échauffourées ont commencé ainsi à prendre forme autour de 14h30 et au fur et à mesure des échanges avec ces CRS, soit avec des conques de Lambie ou des bouteilles de limonade, les CRS répliquaient notamment avec des grenades lacrymogènes, avec leurs matraques, ils étaient parfois en short, ils couraient derrière les manifestants. Enfin bref, vous avez un certain nombre de photos que nous avons déjà publiées d'ailleurs dans un livre qui a été écrit par moi-même et un autre collègue en 1985, mai 67, vous trouvez ça sur internet. C'est bien évidemment le lot pendant cette... Vers, disons, 15h, 15h30, les choses s'amplifient. On commence à entendre des balles réelles qui sifflent, si vous voulez, sur ce... Alors, essayez d'imaginer que les échauffourées ayant commencé là vont s'étendre sur toute la place. Là, quand je vous dis vers 14h30, 15h, toute la place ici, dite place de la Victoire, toute la Darse, c'est le lieu d'affrontement entre ces manifestants et la compagnie républicaine de sécurité. Et donc, si vous permettez, on va s'avancer un peu parce que les choses vont évoluer vers l'Est. Et c'est là que, disons un petit peu plus tard, le premier mort guadeloupéen sera touché. Et très précisément à cet endroit que je voudrais vous indiquer. Et c'est un jeune prêtois. Qui habitait dans le quartier de l'ouest de Pointe-à-Pitre, côté de Dino, dite Lauricis. Et quasiment, on peut dire qu'il est tombé pratiquement ici, là, pratiquement à cet endroit-là. Il a été visé par un tireur, par quelqu'un qui sans doute se devait placer de ce côté-ci.
atteint quasiment au bas-ventre. Il a eu, enfin, apparemment, il a été tiré de dos par les fesses. Mais la balle a explosé parce qu'il s'agissait d'une balle explosive et son ventre s'est ouvert vers le devant, de l'arrière vers le devant. Et donc, il a été ramassé par, il s'appelait Jacques Nestor, c'était un jeune de 24 ans qui avait été à un moment d'ailleurs engagé dans l'armée, etc. Il était de père français, je veux dire blanc, et de mère, non, de père guadeloupéen et de mère alsacienne, je crois. Enfin, en tout cas métropolitaine. Donc, c'était un mulâtre, c'était quelqu'un qui était quasiment comme le père de Beau. Il a été descendu systématiquement parce que on sait maintenant, après les témoignages et après les enquêtes qu'on a menées, qu'il a été visé, qu'il a été proposé tout simplement à être tué. Oui, donc, comme on dirait à l'heure d'aujourd'hui, un sniper. Voilà. En fait, tout simplement parce que c'était un militant politique. D'accord. C'était un militant politique, un militant de l'organisation qui avait été constituée en 1963 et qui s'appelait le groupe d'organisation nationale de la Guadeloupe et qui préconisait l'indépendance de la Guadeloupe. Voilà pourquoi il a été visé. Jacques Nestor a été ainsi, à 24 ans, le premier tué en cette journée du 26 mai. Alors bien évidemment, les échauffourées ont continué à se développer entre les manifestants qui lançaient des comptes de lambi et des bouteilles remplies d'eau, etc. Et il y a un jeune qui sera également quasiment descendu parce que la cervelle complètement broyée par une balle, c'est Zadig Gougounian, un jeune écolier, il devait avoir à peine 15 ou 16 ans. C'est le second mort, le second assassinat qui s'opère sous cette place. À partir de ce moment-là, les deux premiers assassinats donc effectués, les échauffourées, la colère s'étale dans toute la ville. Mais à ce moment-là, tous les manifestants, vous n'étiez pas armés? Non, armés de bouteilles ou de pierres. Oui, mais aucune arme létale ou quoi que ce soit. En somme, ils vont quand même, disons, les enquêtes de gendarmerie laissent entendre qu'il y a eu un certain moment après l'assassinat de Nestor, un certain moment, des coups de feu qui auraient été tirés parce qu'une armurerie de l'autre côté de la ville aurait été tout simplement dévalisée. Mais enfin, personne n'a apporté les preuves de cette action-là, en tous les cas. Et ça, on sait pertinemment que Nestor avait été, disons, suivi l'année d'avant. Ça, on a des preuves de cette affaire-là. Et il y a un certain nombre de renseignements qui fournissent les éléments qui nous permettent de dire aujourd'hui que Nestor était véritablement une cible. Il était visé, oui. Tout simplement. Donc ce n'est pas un problème d'armurerie dévastée qui a été la cause de la mort de Nestor. Absolument pas. Encore moins quand la mort a continué à être semée dans toute la ville. Parce que justement, et précisément quand les jeunes se sont étendus dans la ville de ce côté-ci, du côté de l'ouest, vers le centre-ville, vers 17h, 18h, les manifestants ont atteint jusqu'à l'extrémité nord de la ville. Il n'y a pas de coup de fusil, il n'y a pas d'armes qui ont mis le feu que les jeunes mettaient aux voitures, les magasins qu'ils cassaient, comme on voit dans les manifestations à Paris. Il n'y avait pas d'armes létales, il n'y avait pas d'armes de fusil. C'est ça que je veux dire. Donc des pierres, des choses comme ça, de l'essence, du feu, bon, des voitures incendiées, c'est ça qu'on voyait. Et pourtant, le fusil, les MAC 49 et autres armes militaires, parce qu'à partir de 17h30, entrent en jeu, en plus des CRS, des gendarmes mobiles qui étaient stationnés à l'aéroport au point de départ, parce qu'un escadron de ces gendarmes était arrivé en mars à l'occasion des événements de Basse-Terre. Donc, voilà ce qu'il faut entendre entre quasiment 9h du matin et 18h30, le vendredi 26 mai. Mais les choses ne vont pas s'arrêter là. Non, la chose la plus scandaleuse qui se soit produite d'ailleurs au cours de ces deux journées du 26 et 27 mai, c'est dans la nuit du 26 mai. Je vous ai donc expliqué comment les événements se sont développés à partir de la chambre de commerce et comment les échauffourées,
Ce sont exactement toute l'année. Mais à partir de 17, 18 heures, 19 heures, lorsque les gendarmes mobiles, qui, je le répète, étaient stationnés au Rézé en vue de leur départ imminent vers Orly, là, la soirée sera organisée en ratissage, ni plus ni moins. Et un ratissage de tête noire, de visage noir, de nègre. C'était raciste. Oui, c'était carrément raciste. Et là, il y a plusieurs événements qui peuvent témoigner dans ce sens-là. Et je prends l'exemple dans l'extrémité nord de la ville, ce qu'on appelle le vieux beau Abîme. C'est un boulevard qui emmène de Pointe-à-Pitre vers les Abîmes, vers la ville des Abîmes. Et là, par exemple, il y a des jeunes qui, bien évidemment, participaient à la manifestation en se cachant une fois, en sortant après le passage des véhicules, en incendiant, etc. Et là, vers 19h, disons entre 19 et 20h, un jeune a été tiré. Il s'appelait le nom m'échappe, ça reviendra. Et donc, ce jeune étant tiré, ses amis, il y a quelqu'un qui passait en voiture, s'arrête et ramasse le jeune. On l'emmène quasiment à 200 mètres à peu près de là où il habitait, à la Cour Bruno, au Vieux-Bourg. Les parents, les gens devant cette situation s'organisent pour mettre en place la veillée de ce jeune qui vient d'être abattu. Et que font les gendarmes mobiles qui, par la suite, vers 21h, 22h, passent dans le coin? Ils tirent sur la veillée, c'est-à-dire ils tirent sur le rassemblement de personnes qui se trouvent autour du mort. Et ils font encore d'autres morts. Je ne sais pas si on se comprend bien, mais c'est quand même manifestement quelque chose de... C'était un acharnement, oui. Il s'agit manifestement d'un acharnement, oui. Voilà un exemple. D'autres exemples, pardon, il y avait un centre de stockage des personnes arrêtées. Parce que la gendarmerie procédait à des arrestations dans tout cela, à des interpellations. Et ils stockaient les personnes un petit peu plus à l'est de la ville, entre les Abîmes et Pointe-à-Pitre. Et là, c'était la baston. C'était la baston, c'est-à-dire les gens étaient complètement battus à coups de crosse, etc. Autre chose extrêmement importante, et je vous demande de filmer le bâtiment que vous voyez devant moi et qui constitue ce qu'on appelle la sous-préfecture de Pointe-à-Pitre, parce que ça va être le 26 mai, dans la nuit du 26 mai, le plus haut lieu de stockage des personnes interpellées, dans la cour de ce bâtiment. Et là, il y a le témoignage dans le livre que moi-même j'ai écrit avec Jean-Pierre Sainton en 1985. Nous rapportons le témoignage d'un père, d'un notable de la ville qui habitait à côté, qui habitait non loin d'ici, M. Chasson. Il est décédé actuellement. Mais il raconte avoir été arrêté par deux fois. Une première fois, il a été arrêté par les gendarmes mobiles qui l'ont emmené ici, dans la cour de... Et là, il raconte ce qu'il a vécu. Il raconte qu'ils étaient battus, mais bref, allez, foutez-vous là, sale nègre, etc., etc. Lui, il fit le mort et on prit son corps qu'on jeta sur un paquet de nègres qui étaient entassés dans la cour. Il dira, un des jeunes, parmi les plus costauds de... Et lui, il faisait il jouait au costaud, c'est-à-dire il discutait, etc., etc. Eh bien, on l'a battu quasiment à mort et on l'a jeté sur lui. Le gars s'est refroidi, il est resté, lui, dans le paquet de nègres par terre, et ce jeune très costaud, très costaud, s'est refroidi sur son corps. Voilà comment il a pu échapper à la mort. Et que disaient les gendarmes et les personnes qui s'occupaient à ce moment de cet espace? On va les foutre à la darse. On va les foutre à la darse, c'est-à-dire qu'on va jeter les corps à l'eau, parce que la mer est tout près, l'océan est tout près, la fameuse mer qui reçoit les bateaux, je répète, de la route du Rhum ici sur ce ponton, eh bien, cette mer est témoin des assassinats de 1967. Donc, c'est ce qu'il faut retenir, c'est la seconde étape. La troisième étape constitue à mieux comprendre comment nous, les jeunes, j'ai dit que j'avais 21 ans, j'étais un militant d'une organisation de jeunes qu'on appelait le Comité national de la jeunesse guadeloupéenne, CPNJ. Donc j'étais pas de Pointe-à-Pitre, je suis de Port-au-Louis, à 32 km de Pointe-à-Pitre, mais j'habitais à Pointe-à-Pitre parce que scolarisé à Pointe-à-Pitre.
Et là, nous nous sommes organisés le samedi matin pour protester contre cet état de fait et contre la répression. Et nous sommes partis de notre établissement qui se trouve à 4 ou 5 km du centre de la ville et nous avons fait toute la ville en silence en passant par Sécouta, en arrivant ici et en pénétrant sur la place ici. Nous sommes arrivés ici le samedi matin vers 10h, 10h30. Et là, nous sommes mis devant ce bâtiment, devant le bâtiment. Nous sommes alignés là. Il n'y avait pas cet aménagement-là, c'était différent. Et nous avons commencé donc à écouter notre leader à l'époque, qui est décédé, il s'appelait Jean-Claude Courbet. Eh bien, il a expliqué notre protestation, notre désapprobation devant ces faits d'une rare violence qui s'était déroulée depuis la veille. Et il a terminé son intervention en scandant, en nous demandant de scander CRSSS et Biot assassin. Biot qui était le ministre de l'Outre-mer de l'époque. Et là, les gendarmes mobiles qui étaient alignés devant le bâtiment, tout du long comme ça, avec le fusil face à nous, ils ont reçu un commandement. Au commandement de leur chef, ils ont tourné, ils ont tenu leur fusil par le canon, ils ont mis en avant la crosse et ils ont fait 3 pas. Alors ils ont avancé et à un autre commandement de leur chef, ils nous ont attaqués et ils ont commencé à nous casser les têtes. C'était quasiment des coups de crosse au front, aux yeux, disons carrément à la joue. Enfin, de nombreux jeunes, des centaines de jeunes furent blessés. J'ai eu le témoignage il y a très peu de temps d'une jeune fille qui aujourd'hui est quasiment une grand-mère qui a perdu le bras gauche lors de cette manifestation. Et j'étais assez surpris parce que c'était la première fois après peut-être plus de 50 ans que j'apprenais que l'une d'entre elles s'était fait piétiner au moment, l'une d'entre nous s'était fait piétiner et le bras était broyé. On n'avait eu qu'une solution, c'est de lui couper le bras. Voilà l'un des moments extrêmement, disons, désastreux de ces 2 journées, parce que la jeunesse, en protestant contre la violence exercée, contre les travailleurs, contre les jeunes, contre le peuple, eh bien, s'est retrouvée à ce moment-là victime, non seulement de mouvements qui estropient les jeunes, mais encore une fois de tirs, parce que les tirs mortels sont repartis le samedi matin après notre manifestation. Il y a eu énormément encore de morts dans la ville ce samedi 27. Les choses vont se calmer dans l'après-midi parce que manifestement la ville était abasourdie par autant de violences faites par les forces armées. Ils ont occupé tous les points stratégiques et disons la tension a commencé à baisser. Vers 17h, un cortège s'est ébranlé du côté du cimetière. C'était le cortège qui allait mettre en terre le premier mort guadeloupéen que je vous ai signalé. Il s'agissait de Jacques Nestor par les militants, bien évidemment, du groupe d'organisation nationale de la Guadeloupe, le GONG. Voilà un petit peu comment on peut, disons, résumer en quelques mots ces 2 jours d'assassinat opérés ici sous l'autorité de Gaulle et en particulier dirigé par un homme, disons, qui était l'homme de mer en quelque sorte de Gaulle dans les affaires africaines, dans les affaires coloniales. C'était une personne d'origine guadeloupéenne d'ailleurs, un blanc créole, qui a dirigé ces opérations d'assassinat. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut retenir, si vous voulez, de ces 2 journées sanglantes, 26, 27 mai 1967 à Pointe-à-Pitre. Alors officiellement, quand on regarde, on va dire tout ce qui est historique, Oui. on nous dit qu'il y aurait eu 8 morts. Ça, ce sont les chiffres officiels. Donc, et vous, en tant qu'historien, vous mettriez ce nombre de morts à environ combien? Alors d'abord, je vais vous dire qu'au moment où j'étais en train d'écrire le livre dont je vous ai parlé, paru en 1985, le premier livre sur cet événement avec Jean-Pierre Sainton, j'ai entendu le ministre de Mitterrand à l'époque, M. Lemoine, dire qu'il y avait eu 87 morts à Pointe-à-Pitre. Je l'ai rencontré, ce M. Lemoine, par la suite, à Alger, lors d'une conférence internationale. Je lui ai posé la question. Et je lui ai surtout demandé s'il m'autorisait à consulter les documents que lui, il avait eus sous la main. Documents officiels, d'accord. Oui, des documents officiels, puisque moi j'agis en tant qu'historien. Il m'a
envoyé par écrit une autorisation de consultation de ces fonds qui était déposée à Fontainebleau. J'ai été à Fontainebleau et j'ai réclamé ces fonds. En tout cas, le document qui me semblait être celui qu'il avait lu, en tout cas au moment de son ministériat. Moi, quand j'ai pris le document commençait à la page 17. D'accord. Ce qui veut dire que... Le document démarrait à la page 17. Voilà. Donc il y a eu 16 pages qui ont disparu. Que je n'ai pas pu consulter, et donc je n'ai pas trouvé ces 87 bords dans les pages suivantes. Alors, je me demande si ce chiffre était indiqué dans les pages précédentes, et donc on n'a pas voulu me les communiquer. Le directeur de recherche de Fontainebleau de l'époque, je ne sais pas, enfin moi, je n'ai pas de spéculation à faire là-dessus, je vous livre des faits. Parce que j'ai eu l'autorisation de M. Lebrun, j'ai consulté ces documents et son fonds déposé après la fin de son ministériat, je n'ai pas trouvé 87. Mais lui, je l'ai entendu dire 87. Alors, ceci étant, compte tenu des recoupements divers qu'on peut faire, on peut estimer valablement qu'il y a eu autour de 100 morts. Alors, j'ai en dernier lieu, disons, ce n'est pas un témoignage, c'est quelqu'un que j'ai rencontré. Un jeune de Saint-Rose, de la commune de Saint-Rose de Borlée, et qui me dit, qui me connaît pour avoir déjà fait un certain nombre d'émissions là-dessus, et qui m'interpelle un jour, il n'y a pas longtemps, en 2018, et qui me dit il a eu l'occasion de rencontrer le docteur Bastaro. Le docteur Bastaro, c'est le premier grand chirurgien, d'origine malgalantaise d'ailleurs, noir ayant opéré à l'hôpital général au cours des événements de 26 et 27 mai. Il était le, disons, chirurgien en chef. Et il aurait dit à cette personne, écoutez, moi, alors il parle à ce moment des gendarmes mobiles et des forces de répression qui sont intervenus à l'hôpital. Et ayant donné l'ordre aux chirurgiens de ne plus s'occuper de qui que ce soit, il s'en occupe. Et il aurait dit, j'étais à 118 corps. Il aurait dit, il aurait confié à cette personne, moi mon décompte m'emmenait au moment où j'ai quitté les lieux sous injonction des gendarmes mobiles, j'étais à 118 corps. Voilà ce que je peux vous dire sur le nombre de morts. Oui, vous avez été traité, on va dire, comme traité les Allemands, enfin la Gestapo, lors de la dernière guerre mondiale, un petit peu, aller récupérer des blessés. C'est pour ça que nous, lorsque nous jeunes, nous sommes venus manifester le samedi matin 27 mai devant la sous-préfecture, eh bien notre leader ne s'est pas gêné pour dire CRSSS. Et là, ils n'ont pas accepté. Ils n'ont pas accepté qu'on fasse cet amalgame, enfin en tout cas ceux qui considèrent comme un amalgame fâcheux à l'encontre des forces françaises. Mais ce qui me fait dire aux moi militants que la France ne nous a jamais, et ça ce sont les éléments d'histoire qui permettent de le dire, considérés comme des Français. Ça c'est de la blague. Ça vous avez les textes, vous avez, ça c'est de la foutaise. En réalité, ce pays est toujours considéré comme une colonie et avec des nègres. Point final. Alors tous ces événements s'étaient passés donc en 1967. Oui. Alors sachant qu'en France, on va dire un an à peu près jour pour jour, oui, on a eu des émeutes et en France, il n'y a pas eu de personnes blessées, enfin, tout au moins tuées. Voilà, tuées. Oui, c'est-à-dire voilà, les forces n'ont pas tiré sur la foule. Voilà. Et pourquoi vous expliqueriez ça, cette différence entre la Guadeloupe et la France? Cela s'explique tout simplement parce que nous sommes dans une colonie. Ce n'est pas le vote de la loi de 1946 qui a changé fondamentalement les rapports réels dans la colonie entre ceux qu'on considère comme les hommes et enfin ceux qui sont les descendants des esclaves, c'est-à-dire les sous-hommes. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, la Guadeloupe de 1967, malgré le vote de la loi du 19 mars 1946, n'est pas la France. En tous les cas, pour l'autorité française. Pour les forces françaises, ce n'est pas la France. Donc, lorsqu'on est sur les bords de la Seine, on n'est pas sur les bords de la Darse. Et quels que soient les gouvernements depuis 1967 qui se sont succédés, pour vous, ça n'a pas changé? Oui, on peut le dire, parce que tout simplement, là, je vous parle de mai 67 parce qu'il y avait un gouvernement de droite. Mais je pourrais vous parler de février 52 où il y avait un gouvernement de gauche et qui a fait 4 morts et 15 blessés à Moule lors d'une grève des ouvriers de la canne.
Donc on peut encore redescendre dans le temps et vous multiplier les morts qu'on a laissés sur le sol à l'occasion de grève, en 1925 à Petit Canal, en 1910 à Saint-François ou à Capesterre, etc. Voilà, ça c'est ça la réalité.